messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce 20h, tentative de déstabilisation des institutions. La vie a repris son rythme à Kinshasa et des réactions pour condamner cet acte fusent de partout. Les États-Unis se disent prêts à coopérer avec les autorités de la RDC dans toute la mesure du possible qu'elle enquête sur ces actes criminels. Sanctions financières ciblées à l'endroit des blanchisseurs des capitaux et de ceux qui se livrent au financement du terrorisme. Décision des Nations Unies. La RDC concernée par ce fléau a organisé un atelier sur les flux financiers illicites. Reprise des trafics sur l'avenue Ngouma, la réouverture intervient après plusieurs jours de fermeture suite aux travaux de réhabilitation. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour suivre ce journal de 20h. Les chefs d'État de la SADC condamnent fermement la tentative de déstabilisation des institutions démocratiques du Congo par un groupe de terroristes. La communauté de développement de l'Afrique australe a également exprimé sa solidarité au peuple congolais et réitère l'engagement pris par la SADC d'appuyer activement les efforts déployés par les autorités de la République démocratique du Congo. C'était au cours d'une réunion ce lundi en visioconférence. Patrick Michel Moukoui. Comme ses compatriotes, c'est un président de la République qui entame sa semaine avec sérénité au lendemain d'une tentative de déstabilisation des institutions de son pays. Devant son ordinateur, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a rejoint en début de matinée de ce lundi la plateforme virtuelle à laquelle étaient connectés ses homologues de la SADC pour une réunion extraordinaire du sommet de chefs d'État et de gouvernement. Au cœur des discussions, la question de la sécheresse et des inondations causées par le phénomène El Niño. Mais dès les premières minutes de la réunion présidée par João Lourenço, président de l'Angola, le sommet de chefs d'État de la SADC a condamné et fermement la tentative de déstabilisation le dimanche 19 mai 2024 des institutions démocratiques en République démocratique du Congo par un groupe de terroristes nationaux et étrangers avant de réaffirmer catégoriquement son opposition à tout changement anticonstitutionnel du gouvernement. Le sommet a également exprimé sa solidarité au peuple congolais et réitéré l'engagement pris par la SADC d'appuyer activement les efforts déployés par les autorités de la RDC en vue de sauvegarder l'intégrité territoriale et la souveraineté du pays, ainsi que d'assurer la sécurité de sa population. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi a à son tour exprimé sa gratitude aux pays de la SADC pour leur solidarité à son pays à la suite de la tentative du coup d'État de dimanche. Évoquant la question centrale du sommet, la réunion extraordinaire de la SADC qui a reçu un rapport sur l'impact de catastrophes dans la région a exprimé sa préoccupation au sujet de la crise humanitaire engendrée par la sécheresse et les inondations qu'El Niño a aggravées, avec pour conséquence plus de 61 millions de personnes touchées par le phénomène. Dans l'objectif d'augmenter les ressources nationales des États membres touchés, auxquels fait partie la République démocratique du Congo, le sommet a lancé l'appel humanitaire régional de la SADC à plus de 5,5 milliards de dollars et a également déployé des efforts pour mobiliser des ressources auprès de partenaires nationaux, régionaux et internationaux afin de faire face aux répercussions de la sécheresse et des inondations auxquelles font face plusieurs pays du continent. Au lendemain des attentats au Palais de la Nation et de la résidence du député national Vital Kamerhe, les États-Unis condamnent ces actes criminels et se disent prêts à coopérer avec les autorités de la RDC dans toutes les enquêtes. Et une autre réaction, c'est celle de l'opposant français Jean-Luc Mélenchon. La tentative de déstabilisation des institutions en République démocratique du Congo est unanimement condamnée. L'ambassadeur des États-Unis en RDC, Lucie Tamlin, a tweeté « Je suis choqué par les événements de ce matin et très préoccupé par les rapports faisant état des citoyens américains prétendument impliqués. Soyez assurés que nous coopérerons avec les autorités de la République démocratique du Congo dans toute la mesure du possible alors qu'elles enquêtent sur ces actes criminels et tiennent pour responsable tout citoyen américain impliqué dans ces actes criminels. » Dans le même ordre d'idées, Jean-Luc Mélenchon, opposant français et leader de la France insoumise, voit l'implication des puissances extérieures
et tweet. Je loue et soutiens les institutions de la République démocratique du Congo et le président Félix Tshisekedi qui ont vaincu la tentative de coup d'État des agents étrangers liés au Rwanda et à ses alliés. Il est quasiment impossible d'escamoter la participation rwandaise dans cet attentat. S'il faut dire, c'est depuis lors que le Rwanda est accusé par les autorités de soutenir les M23 qui sèment des terreurs et désolations dans la partie est de la République démocratique du Congo. À Pretoria, c'est le même son de cloche entendu du côté du président Cyril Ramaphosa. J'ai parlé à Kinshasa hier, je voulais savoir ce qui s'était passé. Ils m'ont expliqué qu'ils avaient réussi à contenir la tentative de coup d'État, à gérer ceux qui l'avaient tenté et à en arrêter certains. Certains des arrêtés seraient des ressortissants étrangers de plusieurs pays du monde. Ils procèdent actuellement à des enquêtes approfondies. Nous sommes heureux que la tentative de coup d'État n'ait pas réussi, car cela aurait été un coup dévastateur pour la SADC. Nous détestons les coups d'État en toutes circonstances, car tout changement de gouvernement doit se faire par les urnes où le peuple exprime ses vues démocratiques. Une autre réaction, le président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence Moussa Faki Mahamat, a suivi avec une vive préoccupation les événements survenus à Kinshasa, en République démocratique du Congo, aux premières heures du 19 mai 2024. Il condamne fermement cette tentative de coup d'État et se félicite de la maîtrise de la situation annoncée par les forces de défense et de sécurité du pays. Il se réjouit que l'ensemble des responsables des institutions républicaines sont sains et saufs. Il saisit cette occasion pour condamner tout recours à la force pour changer l'ordre constitutionnel dans tout État africain, quel qu'il soit. Et puis les journaux parus ce lundi à Kinshasa ont focalisé leur publication sur la tentative de coup d'État du dimanche 19 mai 2024. Jean-Pierre Ndolo Demazou a parcouru quelques journaux et nous propose cette revue de presse. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Week-end noir à Kinshasa, un coup d'État étouffé dans l'œuf, titré CONUS. Que s'est-il réellement passé aux petites heures de ce dimanche 19 mai 2024, s'interroge le journal. La réponse officielle de l'armée ne laisse pas de place à la moindre ambiguïté. Il s'agissait bien d'une tentative de coup d'État déjouée par les forces de défense et de sécurité. Mieux, selon le porte-parole des FARDC, le général Sylvain Ekenge, le coup a été étouffé dans l'œuf. Autre détail important, le groupe de la vingtaine d'assaillants était composé d'étrangers dont la nationalité n'a pas été révélée et des Congolais. La chronologie des événements laisse entrevoir une tentative de déstabilisation des institutions préparée de l'extérieur. Coup d'État manqué hier à Kinshasa, le palais de la Nation et la résidence de Caméré attaqués par des assaillants armés, note pour sa part le quotidien Le Phare. Des millions de Congolaises et Congolais, écrit le confrère, ont failli passer hier dimanche 19 mai 2024 une fête de Pentecôte cauchemardesque. En effet, un commando armé composé d'une quarantaine d'éléments habillés en tenue militaire, estampillés de l'emblème Zaïre et brandissant l'ancien drapeau sous le régime Mobutu, a attaqué d'abord la résidence de Vital Kamerhe et ensuite le palais de la Nation. Selon un bilan provisoire, les deux policiers de garde officielle de Kamerhe ont trouvé la mort dans les affrontements, tandis que ces derniers ont perdu un des leurs dont ils auraient emporté le corps dans leur fuite. Le gouvernement condamne la tentative de déstabilisation des institutions de la République, avance Mediacongo.net. Dans un communiqué rendu public le dimanche 19 mai 2024, le gouvernement a condamné la tentative de déstabilisation des institutions du pays qui s'est manifestée aux petites heures par une attaque du Palais de la Nation, siège du bureau du président de la République Félix Tshisekedi. Cette attaque, indique le communiqué, a été perpétrée par un groupe d'assaillants de plusieurs nationalité dirigée par Christian Malanga. Après le coup d'État manqué, Félix Tshisekedi reçoit les soutiens des Nations Unies, de la MONUSCO et de Jean-Luc Mélenchon.
rapporte le quotidien. Selon le journal, le coup d'État déjoué n'a pas laissé indifférent la communauté internationale et certaines personnalités étrangères qui ont exprimé leur solidarité et soutien au président de la République et aux institutions du pays. Les États-Unis d'Amérique s'est dit très préoccupés par la prétendue implication des citoyens américains dans les événements et entendent coopérer avec les autorités de la RDC pour une enquête sur ces actes criminels. Pour sa part, Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, condamne avec la plus grande fermeté cette attaque. En France, c'est le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui a exprimé son soutien au président Félix Tshisekedi et aux institutions du pays. Et puis ce message du ministère près le président de la République qui dit exactement ceci. C'est avec consternation que nous avons été informés dans la matinée du dimanche 19 mai 2024. Une tentative de coup d'État, un putsch raté grâce à Dieu et au professionnalisme de nos services de défense et de sécurité. Ainsi, nous condamnons sévèrement cet acte ignoble et irresponsable. À nos services de défense et de sécurité, nous rappelons la devise Bendele Ekoyate et leur demandons de ne jamais trahir le Congo. La jeunesse congolaise, espoir de demain, quant à elle, évitera de se laisser manipuler par les vendeurs d'illusions qui promettent ciel et terre à qui veut les entendre, mais de rester toujours confiants et solidaires afin de barrer la route aux ennemis de notre patrie. C'est un message signé professeur Nana Manouanina Kyumba, ministre près le président de la République. Rendons-nous au Sénat où le président du bureau provisoire, Pascal Kindwelo, a reçu ce lundi 20 mai les sénateurs de la province du Tanganyika. Ils ont échangé sur la problématique des inondations que connaît la ville de Kalemi et la question de formation des élus provinciaux des provinces démembrées. Reportage Christian Tako. Chaque jour qui passe, la situation ne fait que s'aggraver à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, dû à la crise des eaux du lac Tanganyika et de la rivière Lukuga. Telle est la raison d'être de l'audience qu'a accordée le président du bureau provisoire du Sénat, Pascal Kindwelo, accompagné du premier secrétaire Ivan Kazadi, au sénateur de Tanganyika, ce lundi 20 mai 2024 au Palais du Peuple. Les élus des élus sont venus tirer la sonnette d'alarme sur l'épineuse question des inondations qui perturbent la vie normale dans la province de Tanganyika. Ces élus voudraient un regard particulier des autorités du pays face à ces problèmes. Je suis venu voir le numéro 1 du Sénat pour qu'il fasse porter sa voix vers les autorités nationales et que la solution soit trouvée par rapport à cette catastrophe naturelle que nous vivons chez nous au Tanganyika. La population aujourd'hui passe la nuit à la belle étoile. Il y a des quartiers entiers qui sont inondés et la population ne sait plus à quel sein se vouer. C'est pour cela que nous sommes venus porter cette question au président provisoire du Sénat pour que lui aussi, à son tour, porte sa voix. Une situation à la base de plusieurs dégâts matériels importants et cas de sinistres nécessitant une assistance humanitaire. Si rien n'est fait, l'aéroport et les ports de Kalemi seront coupés du reste de la ville suite à la menace que subit les boulevards Lumumba ainsi que plusieurs autres coins de la ville. La voix de la République démocratique du Congo a été portée au Congrès international sur le cobalt par le coordonnateur de la cellule technique de coordination minière, le professeur Raphaël Matamba. Au cours de cette rencontre, le délégué du ministère des Mines a appelé les opérateurs miniers internationaux à ne pas acheter les minerais provenant du Rwanda. Reportage Alain Bikaï. Les enjeux mondiaux des cobalt dans la transition énergétique étaient au centre des débats au Congrès international sur ces minerais stratégiques à New York, aux États-Unis d'Amérique, du 13 au 14 mai dernier.
En sa qualité de premier producteur mondial de ces matières précieuses, le pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo était invité spécial à ces assises pour évoquer les aspects liés à l'exploitation artisanale du cobalt en République démocratique du Congo. Représentant la ministre des Mines à ces congrès, les coordonnateurs de la cellule technique de coordination et de planification minière, CTCPM, le professeur Raphaël Matamba, a présenté les efforts déployés par les gouvernements pour une exploitation artisanale du cobalt propre et respectueux des standards internationaux. Profitant de l'occasion, il met en garde les consommateurs finaux contre les minéraux de la contrebande que le Rwanda met sur les marchés mondiaux. Le gouvernement congolais condamne et lutte fortement contre les entreprises internationales qui s'approvisionnent en coltan, cassitérite et wolframite au Rwanda. Il s'est de souligner que la région de Rubaya à l'est de la République démocratique du Congo est maintenant sous contrôle des terroristes du M23. Dès lors, des mesures drastiques sont en train d'être prises par le gouvernement congolais pour faire face à cette situation, telle que menée conjointement un plaidoyer avec le ministre des Affaires étrangères au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies pour solliciter un embargo contre les minéraux 3T congolais vendus à partir du Rwanda. J'invite donc toutes les parties prenantes que vous êtes, et chacun selon sa sphère de compétences, mineurs, chefs d'entreprise, régulateurs et partenaires internationaux, à prendre acte du communiqué officiel. Raphaël Matamba promet de continuer avec les mêmes discours et les mêmes engagements à la conférence de l'OCDE à Paris du 20 au 21 mai courant. Un autre communiqué avant de poursuivre ces journaux. Les ennemis de la République sont sortis du bois ce dimanche 19 mai 2024 et se sont attaqués à la résidence de l'honorable Vital Kamerhe ainsi qu'au bureau du président de la République au Palais de la Nation. Le PDG, Parti des démocrates pour la bonne gouvernance, parti cher à Modeste Mutinga, dénonce et condamne avec véhémence cette lâche tentative d'assassinat. Le PDG invite l'ensemble du peuple congolais à la vigilance pour sauvegarder la souveraineté, l'unité et la cohésion nationale. Le PDG renouvelle son indéfectible attachement au président de la République, le chef de l'État. Que Dieu protège la République démocratique du Congo. Le Présidium et les chefs des regroupements politiques de l'Union sacrée se sont retrouvés autour du coordonnateur de la majorité présidentielle, Augustin Kabouya. Leurs échanges ont porté sur la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Alain Bikaï. 24 heures après les rencontres avec l'autorité des référents de l'Union sacrée de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi, les présidiums et les chefs de regroupements politiques se sont retrouvés pour tabler sur les recommandations du chef de l'État. Sous la conduite du coordonnateur de la majorité parlementaire, honorable Augustin Kabouya, la question des poids politiques, des représentativités de la femme et de la grande province orientale dans les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale ont été scrutés sans complaisance. Tout compte fait, l'UDPS est en ex-aequo avec ses mosaïques à la tête des listes. Les cartels agissant et bâtissant de Samba Lukonde devient en troisième position, suivi de la AAP d'Otoni Kankou. À l'issue de tous les échanges, la liste complète a été établie à la satisfaction de tous les participants. C'est ainsi que la liste, tenant compte du poids politique de chaque regroupement, a été élaborée et qui totalise 450 députés nationaux, membres de l'Union sacrée de la nation. Ainsi donc, la liste des regroupements par poids politique étant adoptée par la plénière, eh bien, il a été demandé au coordonnateur national d'en faire rapport au chef de l'État, c'est-à-dire lui transmettre cette liste, et à l'issue de la validation de la haute autorité politique, le ticket sera connu et communiqué à tous les députés nationaux, membres de l'Union sacrée.
À cet effet, les coordonnateurs de la majorité parlementaire a appelé les sociétés de l'Union sacrée de la nation à la discipline et loyauté au sein de cette grande machine politique de la RDC. Et puis cette bonne nouvelle, reprise du trafic depuis ce matin sur l'avenue Ngouma dans la commune de Ngaliema. La réouverture intervient après plusieurs semaines des fermetures pour raison des travaux de réhabilitation. Reportage Christine Lenzo. L'avenue Ngouma est bel et bien ouverte à la circulation depuis ce lundi matin. Le trafic est fluide et les usagers circulent aisément sur les parties de cette route qui était jadis fermée pour des travaux. Satisfaction du côté des habitants des quartiers environnants. L'implication de son Excellence le ministre des ITPA pour sa participation active, son suivi de la volonté du chef de l'État, toutes les sociétés engagées, EAS mais également l'office l'OVD, qui ont fourni un travail qui, je crois, répond aux attentes de la population. Car aujourd'hui, nous sommes arrivés enfin au bout du tunnel. Mais que nous puissions garder cette infrastructure propre. C'est à nous de conserver. La promesse de l'ouverture de cette avenue Ngouma était faite le dimanche 19 mai par Alexis Guissaro, ministre des Infrastructures, qui avait à ses côtés les DG de l'OVD Victor Toumba et les DPK Alain Chimbalanga Tambwe lors de sa récente visite sur terrain pour palper l'évolution de ces travaux exécutés par l'entreprise Aaron Sefou et par l'OVD à travers les ingénieurs de la DPK. Les ministres étaient satisfaits de ces travaux réalisés conjointement par ces deux entreprises et dont leur nature a consisté à la réhabilitation de cette artère de 5 km en chaussée souple et en béton armé. Pour l'instant, il ne reste qu'une petite partie à asphalter du côté de l'entrée Montfléry. Et sur la partie totalement finie, rien que les voitures peuvent emprunter l'avenue Ngouma, les véhicules à gros tonnage pourront y circuler à partir du 27 mai prochain. Mais malheureusement, pendant ce temps, l'avenue Pierre Moulélé, ex-24 novembre, devient impraticable dans son tronçon, compris entre l'avenue Kimbondo, Bambole Petit Pont et la prison centrale de Makala. Cette situation serait la cause des embouteillages interminables dans cette partie de la capitale. Reportage Fanny Malonga et Bijou Ekamba. Kinshasa, la capitale, est une mégapole dont la beauté a réuni jadis l'unanimité, car les infrastructures étaient bâties dans les respects sacro-saints des normes urbanistiques. Les routes, quant à elles, représentaient la splendeur d'une ville où l'on pouvait voyager en véhicule sans encombrer ni heurts. Pour corroborer cette assertion, il y a lieu de jeter un regard sur ce qui se passe sur l'avenue Pierre Moulélé, ex-24 novembre, dans les tronçons entre les communes de Bandalungwa, Ngiringiri et Selembao. Dans ces lieux cités, les rigoles sont remplies d'immondices, le matière fécale, bref, l'insalubrité. La population pousse un cri d'alarme pour pouvoir éradiquer cette culture contraire à la bienfaisance et à la bienveillance. Nous voulons revoir la beauté de ce tronçon, vu que la prison centrale amène plusieurs prisonniers. Nous souffrons pour notre circulation aux heures de pointe. Après la pluie, le marché de Selembao est envahi par des déchets ménagers drainés par les eaux qui font déborder les caniveaux. Ces immondices dégagent des odeurs qui nous exposent à des maladies. Cette insalubrité est le foyer des moustiques anophèles qui provoquent la malaria. Que les autorités pensent à la salubrité de ce marché. On peut bien construire les routes tant principales que secondaires, mais si la population quinoise ne veille pas à la propreté, ce serait du pur gaspillage. Et parlons de cette fois-ci des préparatifs de la deuxième édition du Forum des infrastructures de la RDC. Le président du Cercle de réflexion RDC Stratégie spécifie le bien fondé de cette rencontre qui aura pour thème accélérer le rythme de la mise en œuvre des projets et de réalisation de projets d'infrastructures en RDC, un impératif pour un Congo émergent. Eugénie Dada-Chabani. Aujourd'hui, la RDC est résolument engagée vers l'émergence. Les infrastructures devraient normalement occuper une place de choix dans cette transformation.
Voilà pourquoi nous avons conçu ces forums sur les infrastructures. Ici, ça sera pour nous en fait l'occasion de pouvoir enclencher des débats de fond avec les différents acteurs de l'écosystème des infrastructures en République démocratique du Congo, afin de pouvoir ici présenter des solutions innovantes qui permettront à la RDC de pouvoir relever ces défis auxquels elle est confrontée dans le secteur des infrastructures. Nous avons 6 secteurs d'activité dans le secteur des infrastructures. Vous avez donc le secteur routier, portuaire, ferroviaire, aéroportuaire, tout ce qui touche l'énergie, mais aussi la mobilité urbaine. Parce qu'aujourd'hui, on parle des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Donc, ce sont des secteurs que nous avons pu cibler pour cette édition. C'est toute la République démocratique du Congo qui est concernée. Nous avons mené une étude. D'ici 2030, la RDC comptera 10 villes avec plus de 10 millions d'habitants. Ce sont des grands défis pour des infrastructures. Et toutes ces villes sont étudiées afin de pouvoir ressortir ici non seulement le besoin de ces villes en termes d'infrastructures, mais surtout comment ces infrastructures devraient être financées et aussi gouvernées. La Cour de comptes vient de rendre public les résultats du rapport d'audit sur les recettes judiciaires lancé depuis l'année dernière. C'était au cours d'un point de presse animé par le premier président de cette institution supérieure de contrôle des finances publiques, Jimmy Munganga. C'est un reportage signé Nancy Poba. Les cours et tribunaux et parquets y attachés, la police nationale congolaise et certains services d'assiette relevant du ministère de la Justice et garde de sceaux de la ville de Kinshasa, 43 entités au total ont fait l'objet d'audits de la Cour de comptes depuis l'année dernière, suite à la faiblesse constatée de leur mobilisation des recettes judiciaires, alors que sous d'autres cieux, le secteur de justice figure parmi les grands pourvoyeurs des recettes budgétaires. Au niveau des cours, tribunaux et parquets, la Cour de compte a constaté une méconnaissance de la part des animateurs des juridictions et officiers du statut de leur entité comme service d'assiette, en plus de leur mission première de dire le droit. La justification du paiement des frais de justice par des faux bordereaux, de versements émis à partir de nombreux comptes non reconnus par l'intermédiaire financier qui est la Raobank, et plus grave encore, l'ouverture sur décision du greffier Roger Moulenda Mukendi du tribunal pour enfants de Kinshasa-Ngaliema d'un compte bancaire dans les livres d'Equity Bank, dont lui-même et la greffière comptable Erline Abelema sont mandataires. Des recettes judiciaires y sont logées. L'examen de l'historique de ce compte atteste des retraits d'espèces par ces deux agents. Au niveau des services d'assiette du ministère de la Justice et garde de sceaux, d'autres constats ont également été faits par la Cour de compte, notamment l'enregistrement en comptabilité du montant de $10 américains pour l'obtention de l'extrait de casier judiciaire, alors que les récurrents payent $30 ou plus. Des sanctions disciplinaires conséquentes sont réservées aux personnes mises en cause par la Cour de compte, notamment la poursuite devant la Chambre discipline budgétaire. Quant à ceux ayant été retenus dans les cas de détournement de deniers publics et faux et usage de faux, leur dossier serait transmis aux cours des tribunaux de l'ordre judiciaire. Nous l'avons dit au sommaire de ce journal, les Nations Unies projettent des sanctions financières ciblées à l'endroit des blanchisseurs des capitaux et ceux qui se livrent au financement du terrorisme. La République démocratique du Congo, concernée par ce fléau, organise au travers la CNRF un atelier sur les flux financiers illicites. Reportage Guy Matundu, Guilhem Mukunga. Les États à travers le monde s'engagent à la mise en œuvre efficace du système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En RDC, la cellule nationale de renseignement financier s'active pour renforcer les capacités des autorités compétentes publiques et celles du secteur privé. En témoigne cet atelier sur la mise en œuvre des sanctions financières ciblées. Comme vous êtes sur la liste grise, je pense que c'est une des actions que vous devez prendre
justement pour compléter votre plan d'action avec le DAFI. C'est une très bonne initiative. Il faut qu'on travaille définitivement, mais vous avez mis en place beaucoup de mesures. Vous avez maintenant de l'aide avec ce qu'on appelle les Technical Assistance Donors, donc c'est bien. Les sanctions financières ciblées sont nécessaires pour juguler ces fléaux de financement du terrorisme. L'importance du flux en jeu a forcément des effets néfastes sur le marché local et peut également affecter l'économie mondiale. Ces effets toxiques affectent le fonctionnement efficient de l'État. S'il est incontestablement admis que la paix et la sécurité mondiale sont mises en déroute par la montée des organisations terroristes, il est d'autant plus vrai que ces organisations bénéficient de larges soutiens de la part de ceux qui s'illustrent dans la manipulation des capitaux obtenus d'une manière illicite et dont la traçabilité pose souvent problème. Cet atelier sur la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies en RDC a été rendu possible grâce à l'Office des Nations Unies contre la drogue et la cellule nationale de renseignement financier. L'ARSP, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, vient de prendre une série de mesures. 9 entreprises du groupe R&G viennent d'être frappées. Une mesure assortie de l'annulation des attestations d'enregistrement obtenues frauduleusement et de leur retrait de la banque des données. Ces 9 sociétés détiennent à elles seules plus de 500 millions de dollars américains au sein du groupe RG. La liste complète de toutes ces sociétés à suivre à la fin de ce journal. La vision du chef de l'État est axée sur la création de l'emploi et l'émergence d'une vraie classe moyenne congolaise. L'Association congolaise des sous-traitants en nouvelles technologies de l'information et de la communication félicite l'ARSP pour la publication de la liste des sociétés non éligibles à la sous-traitance. C'était dans une déclaration rendue publique cet avant-midi, nous dit Edith Chala. Au lendemain du communiqué de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ARSP, qui a sorti 11 sociétés non éligibles à la sous-traitance dans le secteur des télécoms, l'Association congolaise des sous-traitants en nouvelles technologies de l'information et de la communication, acoustique en sigle, a réuni ses membres pour remercier le président de la République dont l'engagement est en train de se matérialiser. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous sommes vivement dans la joie et reconnaissants au regard de votre volonté politique qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat et la sous-traitance en RDC en vue de la création des riches Congolais devant conduire à l'indépendance économique de notre pays. Vous venez d'offrir une nouvelle image de marque à l'entreprise locale et à l'entrepreneuriat par le biais de l'ARSP et de ses animateurs qui abattent un travail patriotique. En effet, aux dernières nouvelles de l'ARSP, établissement public dirigé par M. Miguel Katem, son directeur général, nous avons appris avec faste la nouvelle décision de l'ARSP par laquelle elle exige l'annulation des contrats de la société. DRC a signé avec les sous-traitants non éligibles et par la même occasion s'engage à mettre à la disposition de cette dernière une liste de sous-traitants éligibles dans les secteurs des télécommunications, nouvelles technologies de l'information pour compétir au cours des appels d'offres en vue de gagner les 10 marchés annulés. Cette déclaration s'inscrivait dans la suite des informations du président d'Acoustique, Pepe Lubongoy, qui est revenu sur l'éligibilité des membres à la sous-traitance, l'agrément de l'ARSP, l'accès au financement et le développement des chaînes de valeur. Il s'en est suivi un échange avec tous les membres pour dissiper les zones d'ombre là où il pouvait en exister quelques-unes. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Fanny Malonga était à la rédaction. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 23h avec Jemima Mongo. Très bonne suite de programme.